Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du programme de NSI, un truc absolument incontournable pour le bac, la programmation orientée objet, la fameuse POO. Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne limpide pour vous. C'est parti. D'abord, posons-nous une question simple en apparence. Comment on fait pour coder un projet énorme, un jeu vidéo, un réseau social, sans que ça devienne un plat de spaghettis de code totalement ingérable? C'est un vrai défi. Eh bien, la POO, c'est justement la réponse que les pros ont trouvée à ce problème. Voilà le but du jeu, dompter la complexité. Parce que la PO, ce n'est pas juste une technique de plus, c'est une véritable philosophie. C'est une manière de réfléchir, de structurer son code pour qu'il reste logique, facile à maintenir et super puissant, même quand le projet devient gigantesque. Alors, comment ça marche concrètement? L'idée de génie derrière l'APO, c'est de faire comme dans la vraie vie. On observe le monde et on le modélise. On va créer des objets virtuels qui représentent des concepts. Et chaque objet va contenir à la fois ses propres informations, ses données, et les actions qu'il peut réaliser. Une voiture, un joueur, un chronomètre, tout, absolument tout peut devenir un objet dans notre programme. Ok, mais pour construire ces objets, il nous faut bien un plan, une sorte de mode d'emploi, non? Eh bien, en POO, ce plan, ça s'appelle une classe. C'est le concept numéro 1, le cœur du réacteur, alors soyez bien attentifs. Voilà la définition à connaître par cœur pour le bac. Une classe, c'est le moule à gâteau. L'objet, c'est le gâteau lui-même, celui qu'on va manger. La classe, elle, décrit simplement ce que sont les objets, leurs attributs, comme la couleur d'une voiture, et ce qu'ils savent faire, leurs méthodes, comme démarrer ou accélérer. Prenons un exemple concret, tout droit sorti de vos cours. Ici, on a un diagramme qui modélise une classe chrono. Pour l'instant, c'est juste le plan, l'idée sur le papier. Regardez bien, on définit les données dont on aura besoin, ce qu'on appelle les attributs, des heures, des minutes, des secondes. Ce n'est qu'un schéma, une abstraction. Et maintenant, voilà la magie. On traduit ce plan directement en code Python. C'est ça la puissance de la modélisation. On voit le mot-clé classe, suivi du nom de notre plan, chrono, et juste en dessous, cette fonction un peu spéciale, underscore, underscore, init. C'est ce qu'on appelle le constructeur. C'est lui qui va construire l'objet et lui donner ses valeurs de départ. Allez, on passe à l'action. Maintenant qu'on a le plan de montage, on va construire nos objets et commencer à jouer avec en Python. C'est là que tout prend vie. Regardez cette lignée de code. T égale chrono des points com. C'est ce qu'on appelle l'instanciation. C'est le moment où on utilise notre moule, la classe chrono, pour créer un vrai gâteau, un objet concret. On appelle la classe comme si c'était une fonction, on lui donne les valeurs de départ et hop, Python nous fabrique un tout nouvel objet qu'on range dans la variable t. Et qu'est-ce qui se passe dans la machine à ce moment-là? Python va gentiment réserver un petit bout de mémoire pour notre objet t. Dans cette case mémoire, il stocke le nom de sa classe, chrono, et les valeurs qu'on lui a données, 21, 34 et 55. Cet objet est unique, il a sa propre identité en mémoire. Bon, un objet, ce n'est pas juste un sac de données, il peut aussi agir. Et ces actions, ce sont les méthodes. En fait, une méthode, c'est tout bête, c'est une fonction qui est définie à l'intérieur d'une classe. Elle a toujours un premier paramètre un peu spécial, self, qui est super important. Self représente l'objet lui-même, l'instance. C'est grâce à lui que la méthode peut aller lire ou modifier les attributs de son propre objet. Attention, attention, voici l'erreur typique, le piège classique dans lequel on peut tomber, même au bac. On a notre objet T et on veut appeler sa méthode texte pour l'afficher. On tape t.text et là, il se passe un truc bizarre. Qu'est-ce qui manque à votre avis? Heureusement, Python est notre ami. Il nous envoie un message d'erreur à un traceback. Savoir lire ce charabia, c'est la moitié du boulot de développeur. Dans ce cas précis, en écrivant t.text sans les parenthèses, Python ne lève pas une erreur tout de suite. Il ne dit juste « tiens, voilà l'objet méthode », mais il ne l'exécute pas. L'erreur viendra plus tard si on essaye d'utiliser ce résultat. Le point crucial, c'est de ne pas paniquer, de lire l'erreur calmement pour comprendre ce qui ne va pas. Et la solution est toute simple, mais elle est fondamentale. Il faut juste rajouter les parenthèses t.text parenthèse. Les parenthèses, c'est l'ordre qu'on donne à la méthode. Vas-y, exécute-toi, fais ton travail. Sans elle, on ne fait que pointer la méthode du doigt sans jamais lui demander de se lancer. C'est une petite nuance de syntaxe, mais elle change tout. Ok, on passe au niveau supérieur. On va aborder deux principes fondamentaux de la POP qui sont au cœur du programme de NSI, l'encapsulation et l'héritage. Avec ça, on va pouvoir écrire du code beaucoup plus propre, plus sûr et surtout plus facile à réutiliser.
L'encapsulation, c'est l'idée de mettre les données de l'objet dans une boîte noire pour les protéger. À gauche, notre premier chrono. Ces 3 attributs sont publics, n'importe qui peut les changer et par exemple mettre 70 secondes, ce qui n'a aucun sens. À droite, une version bien plus intelligente. On cache le fonctionnement interne dans un seul attribut, underscore temps. L'utilisateur, lui, n'a plus accès directement aux données, il doit passer par les méthodes. C'est beaucoup plus propre et ça évite les bêtises. Et maintenant, l'héritage. C'est le super pouvoir de la réutilisation de code. Imagine, tu as déjà codé une super classe chrono, et là tu as besoin d'un compte à rebours. Au lieu de tout refaire depuis le début, tu vas simplement dire que ton compte à rebours, eh bien c'est un chrono un peu particulier. C'est ça l'héritage. Et en Python, c'est d'une simplicité déconcertante. Regardez la syntaxe. Classe, compte à rebours, entre parenthèses, chrono. En mettant chrono entre parenthèses, on dit à Python: cette nouvelle classe, compte à rebours, est une classe fille. Elle hérite de tout ce que sait faire la classe mère, chrono. Du coup, elle récupère automatiquement toutes ses méthodes et on peut lui en rajouter de nouvelles ou même en modifier certaines pour qu'elles se comportent différemment. C'est hyper puissant. Bon, on a vu pas mal de choses, maintenant on rassemble tout ça et on en fait une méthode de travail infaillible. Le plan de bataille pour cartonner sur n'importe quel exercice de PO le jour du bac. Suivez ces 5 étapes religieusement et vous serez tranquille. 1. On lit le sujet et on réfléchit. On identifie les choses importantes du problème, ça sera nos futures classes. 2. On prend un brouillon et on dessine un petit schéma de notre classe, comme pour le chrono. 3. On liste clairement les attributs, les données et les méthodes, les actions. 4. Et seulement à ce moment-là, on se met à coder. Et 5. L'étape la plus importante, celle que beaucoup oublient, on teste. On crée des objets, on appelle les méthodes, on vérifie que tout se comporte comme prévu. C'est la clé du succès, vraiment. Pour finir, voilà la fiche de révision ultime, les notions et la syntaxe à connaître sur le bout des doigts pour le jour J. C'est le b.a.-ba, la base de la base. Considérez ça comme votre checklist de survie. C'est le mémo absolu. La syntaxe pour définir une classe avec le mot-clé « classe ». Le constructeur indispensable. La création d'une instance avec le nom de la classe et des parenthèses. La définition d'une méthode en n'oubliant jamais self en premier. Et la syntaxe de l'héritage. Si vous maîtrisez ça, vous avez déjà des fondations en béton armé. N'oubliez pas non plus les méthodes spéciales comme __ string pour un affichage propre, ça tombe très souvent au bac. Voilà, la programmation orientée objet, ce n'est pas juste un chapitre du programme. C'est une boîte à outils incroyable pour créer, pour donner vie à vos idées, pour construire des mondes. Alors, je vous laisse avec cette question. Maintenant que vous avez les clés pour modéliser n'importe quoi, quel projet, quel univers complexe allez-vous construire en premier ? Le pouvoir est entre vos mains. Bon courage pour les révisions et à bientôt!